Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur Alain Joe. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, eh bien, Coconut Podcast, nous réitérons, si belle formule, avec une invitée de marque, messieurs, dames. Alors là, on s'est payé la traite, je peux vous dire. Coconut Podcast, on a cette opportunité de nous retrouver carrément à l'hôtel de ville de Montréal pour nous entretenir avec une femme qui a marqué l'histoire de la politique municipale au Québec. Alors, messieurs, dames, elle est conseillère municipale du district de Villeray, mais surtout, on la connaît à travers le Québec en son entièreté aujourd'hui, car elle est présidente du conseil de ville, conseil municipal de Montréal. Messieurs, dames, c'est avec une immense joie, et comme on aime bien le dire en créole, avec honneur et respect, que nous recevons Madame la présidente du conseil de ville de Montréal, je dis bien Madame Martine Musao Mwele. Quel accueil. Merci. Écoutez, que vous preniez le temps avec l'agenda qui est le vôtre, si chargé de nous recevoir dans cette institution historique. Franchement, la maison de la démocratie des Montréalaises et des Montréalais, vous nous faites un grand honneur. Donc, on vous dit merci. Et cette introduction, elle était très peu, Madame Mwele. C'est la moindre des choses. Vous êtes ici chez vous. Je vous en prie. Comment ça va, Madame la Présidente? Ça va très, très bien. Merci pour l'invitation. Je suis très contente de vous découvrir et votre équipe également. Donc, je pourrais pas mieux aller. Excellent, excellent. Alors, très rapidement, Coconut Podcast, on aime bien s'enquérir des nouvelles de nos élus. Et puis, on est en plein mois de l'histoire des Noirs. Comment célébrez-vous le mois de l'histoire des Noirs depuis le début février? Votre calendrier doit être chargé, d'autant plus, on voit, il y a des célébrations, 50e anniversaire de la Maison d'Haïti, et tout plein de personnalités noires sont décorées. On aimerait vous entendre. On est en plein mode célébration. D'ailleurs, je tiens à saluer la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, parce que la thématique qu'ils ont choisie ce mois-ci, de l'obscurité à la lumière, nous amène vraiment dans une autre dimension avec une programmation qui est extrêmement riche. Alors, je peux vous dire que moi, je suis très, très fière de célébrer enfin pleinement le mois de l'histoire des Noirs, alors que ce soit au niveau des découvertes culturelles, artistiques, que ce soit le rayonnement également, qu'on s'assure de souligner à la Ville de Montréal, de toutes les personnes qui ont marqué l'histoire. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, on a tenu une très belle activité avec le réseau des employés noirs, tant des employés de la Ville de Montréal que du service de police de la Ville de Montréal. Super. Une superbe opportunité également pour remettre de l'honneur à 4 personnes africaines ou afrodescendantes qui ont vraiment marqué l'histoire de Montréal, que ce soit au niveau de l'urbanisme, que ce soit simplement au niveau des implications citoyennes qu'elles ont eues. Donc, je peux vous dire que 2023, février, mois de l'histoire des Noirs, on est vraiment sous la lumière de célébrer la résilience de nos peuples, mais surtout de souligner le rayonnement de nos acquis et de tout ce qui nous attend. Excellent. Et pour faire tout ce travail, faire rayonner la culture noire au sein de la ville de Montréal, vous n'êtes pas seul, vous avez quand même des collègues. Nous avons entre autres Madame Alnéus, Madame Dominique Olivier, Madame la mairesse Plante également, qu'on voit très présente dans les différentes activités. Elle reçoit des délégations, je pourrais vous dire, à l'hôtel de ville, absolument, leur fait signer le livre d'or, c'est comme ça qu'on l'appelle? Absolument. Ouais, c'est quand même très intéressant. Madame la mairesse de Côte-des-Neiges,
présidente? Madame Gracia Kasoki-Katawa. Ouais, voilà, quand même. Pouvez-vous me dire le fait d'avoir une équipe représentative de la communauté noire, mais également des collègues qui s'intéressent, mais qui s'investissent pour le mois de l'histoire des Noirs, ça vous fait quoi, un petit velours, Madame la Présidente? Absolument. Écoutez, on a premièrement, globalement parlant, on a une équipe phénoménale. Sans oublier Mme Daphné Collin, qui, elle, représente ses commettants à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. On a également Mme Marie Sterlin. Également, donc... ça, c'est sur le plateau Montréal. Là. Exactement, ouais, voilà. Mme Sterlin est sur le plateau. Donc, au-delà du fait que ce sont des femmes que j'admire et que j'apprécie énormément, elles ont un bagage exceptionnel. Je peux vraiment vous dire, là, on parle de poids lourd. Elles ont des horizons variés, une richesse d'expériences de vie qu'on ne pourrait que souhaiter dans une équipe comme la nôtre. Donc, quand je regarde ça, quand je prends un peu de recul, je réalise à quel point, au-delà du facteur historique, de faire ce mandat avec des personnes comme celle-là, c'est un honneur en soi. Donc, vous savez, les personnes comme nous qui appartiennent à un groupe qui a été historiquement non représenté dans les instances décisionnelles. Mise à l'épreuve. Absolument. On a toujours évolué avec ce souci de savoir qu'on représente non seulement le nom qu'on porte, non seulement nos familles, mais à cause des contraintes que le public et les perceptions souvent erronées que le public nous impose, on sait qu'on porte également de représenter le fardeau de notre ensemble, de notre communauté. Tout à fait. Mais enfin, je peux vous dire que ce fardeau ne l'était plus pour une première fois dans ma vie parce que je me retrouvais vraiment les coudes soudés avec des femmes à mes côtés qui portent avec fierté justement ce que ça fait que de représenter un groupe historiquement sous-représenté dans des instances décisionnelles. Incroyable, et on sait même dans l'ensemble du conseil municipal, il y a dans d'autres familles politiques, entre autres M. Thermidor, qui font partie de ces communautés noires jeunes, issues de la gente masculine, qui apportent un renouveau. Donc ça doit être très intéressant pour vous de sentir que vous n'êtes pas la seule, parce qu'à bien des égards, vous aviez toujours été la première, et surtout celle qui défrichait le terrain, mais là, vous sentez que vous êtes accompagné et Mme Plante s'est assurée, ainsi que les autres partis politiques, de faire élire un maximum de gens issus des communautés culturelles. On aimerait avoir quand même, vous êtes la présidente du conseil de ville, vous, ça vous fait quoi de voir qu'il n'y a pas juste des gens des communautés noires, mais de plus en plus des citoyennes et des citoyens qui s'engagent et qui proviennent de d'autres communautés, bien souvent qui ont été sous-représentées. Ça vous fait quoi, vous, Madame la Présidente? C'est une excellente question. Je vous dirais qu'il y a des moments où, quand je suis assise sur le siège de la présidence en plein conseil municipal, je suis un peu émue en regardant la salle, parce que vous avez M. Josué Corville qui représente Saint-Michel, qui amène son expérience, un homme de culture, qui, juste par sa présence, en fait, est également une fierté pour l'ensemble de notre arrondissement. Vous avez, comme vous l'avez mentionné, M. Thermidor qui est à Montréal-Nord. Vous avez également Mme Nathalie... vers Rivière-des-Prairies. Exactement. Oui, tout à fait. Qui est présente. Donc, j'ai mentionné mes collègues, mais on a, quand je vous parle de la pluralité qui constitue ce conseil-ci, Mme Harige, qui est à Saint-Léonard, qui me partageait qu'elle est la première femme qui d'origine, je pourrais me tromper, je ne sais plus si c'est tunisienne ou un pays de l'Afrique du Nord, mais qui siège à son poste également. Vous avez Mme Alia Hassan Kournol qui a des origines franco-égyptiennes. Donc, il y a une pluralité qui est vraiment une fierté, je crois, parce que lorsqu'on pense à Montréal, une métropole d'envergure comme la nôtre, c'est une grande fierté que de se dire que les Montréalais ont fait le choix d'avoir dans leur instance décisionnelle des personnes qui leur ressemblent, qui vont porter leur voix non seulement parce qu'on partage une humanité commune, mais également parce que la pluralité de nos parcours, la richesse de nos horizons vient enrichir nos réflexions et nos débats. Incroyable, incroyable. Alors maintenant, on va apprendre à vous connaître, Madame la Présidente, mais très rapidement. Parce que, écoutez, Coconut Podcast, on aime faire des petites recherches.
selon les recherches de l'équipe de Coconut Podcast, vous êtes d'origine congolaise, Congo-Kinshasa, qu'on dit. Exact. On va voir si quand même vous avez une petite base. Si je vous dis Mbote, ça va. Vous riez, vous avez bien compris. Hein? Absolument, vous venez de me dire bonjour en lingala, c'est apprécié. Ok, donc madame connaît le lingala, messieurs, dames. Et vous allez voir, elle connaît pas mal de langues. Elle connaît le lingala, elle connaît pas mal de langues. Excellent. Un souvenir peut-être après coup, vous avez fait des recherches, vous avez peut-être visité le pays, des vidéos, des souvenirs contés par maman. Un souvenir du pays de vos ancêtres, le Congo, Kinshasa, qu'on dit République démocratique du Congo, qui s'est appelé jadis le Zaïre. Exact. Entre Patrice Lumumba, un pays d'un des grands L'un des plus de la grands négritude. combattants de cette histoire. Voilà. Absolument. Mais écoutez, c'est une belle question que je trouve intéressante lorsque je pense à mes premiers souvenirs. Bien qu'ils soient déjà fort lointains, j'ai souvenir de grands moments de louange à l'église. Et vous savez, la louange, dans la plupart des pays du Sud et surtout africains, prend une dimension qui souvent étonne les gens d'ici. Tout à fait. Parce que ce sont des moments, oui, d'adoration, mais ce sont aussi de grands moments festifs, de célébration, où le chant et la danse prennent toute sa place. Alors, étrangement, souvent, j'ai cette image-là où il y a des sons des tam-tams, il y a le son des femmes et des hommes qui dansent et qui chantent. Le souvenir est flou parce que je sais que j'étais très, très, très jeune. Mais pour moi, le Congo, c'est beaucoup ça. On parle souvent des Congolais comme étant des gens de fête et de joie, d'ambiance. De la SAP également. De la sapologie. Alors là, Madame la Présidente. Je vous félicite. D'ailleurs, merci. Hein. Vous nous faites honneur. Franchement, on est reçus à l'hôtel de ville. On ne pouvait faire moins. On peut dire un petit merci à papa et maman qui, depuis les tout débuts de Coconut Podcast, s'assurent que la tenue vestimentaire respecte cette science de la sapologie. Très bien, fidèles à leur rôle. Excellent, merci. Très rapidement, Madame la Présidente, vous venez de nous parler de ce côté louange, la religion, quand même, qui est très présente au Congo, à une période très récente, peut-être, je vous dirais, au début de la pandémie. Vous avez dû rediriger un peu, réorienter ou restructurer votre façon de travailler. Vous avez même lancé votre cabinet à cette époque. Boutique Moellé, c'est bien ça. Mais vous avez fait état, dans les notes que nous avons reçues, que la foi, c'est celle-ci qui vous avait permis de passer à travers cette période un peu plus rocambolesque où vous deviez réorienter, prendre certaines décisions et surtout vous faire confiance. On parlait de ce souvenir qui était le vôtre au Congo. Aujourd'hui, très récemment, il y a à peine 3 ans, vous avez fait appel à ce feu sacré, traditionnel, la foi, pour pouvoir passer au travers d'une route plutôt sinueuse. On aimerait vous entendre là-dessus très rapidement. Est-ce que c'est ce qui permet à notre présidente de trouver l'énergie qu'on lui connaît lorsqu'elle sillonne les rues de Villeray, Saint-Michel Parc Extension? Est-ce que c'est vraiment sa petite prière le matin qui lui donne le petit pep, comme on dit? Alors, on vous écoute. Je vous dirais que merci pour la question. Je l'apprécie énormément parce que je sais reconnaître également que dans la culture dans laquelle on vit aujourd'hui, étrangement, les gens ont généralement un grand malaise de parler de la spiritualité. Et au contraire, je trouve que indépendamment de la façon dont on décide de vivre la sienne, c'est un sujet qui est tellement riche et sur lequel on aurait tout à gagner en s'ouvrant aux autres, toujours en gardant justement un esprit ouvert. Dans mon cas, la raison pour laquelle ça constitue l'un des piliers de l'essence de la femme que je suis, c'est parce que je trouve que dans l'exercice spirituel, lorsqu'on s'y abandonne, on est appelé
à comprendre sa petitesse dans l'humanité et sa force, l'humilité. Okay, ouais. Alors pour moi, c'est un exercice quotidien et c'est ce qui m'a permis de m'abandonner, par exemple, aux défis que la vie nous apporte en acceptant qu'en général, ce sont toujours des opportunités de grandir et de passer à travers le feu pour en sortir justement renouvelé. Alors que ce soit des défis professionnels, que ce soit une remise en question qui nous est imposée par un événement de force majeure comme la pandémie, ou que ce soit simplement les défis de l'engagement citoyen, où souvent ce que les gens vont voir, c'est le titre, le visage public, ce que certains considèrent même la prestance, mais en réalité, derrière, c'est un exercice quotidien d'apprendre à écouter autrui, de chercher à comprendre, surtout sans jugement, qu'on cherche à avancer pour le bien commun. Puis, même un exercice quotidien de pardon, en fait, parce que c'est facile de se sentir écorché dans son ego dans les instances politiques. Mais je pense que quand il y a cette volonté d'aller au-delà de, comment je pourrais dire, ce que la chair perçoit comme étant ses défis, puis de s'ancrer davantage dans l'autre, de chercher à comprendre justement le cœur à cœur, je ne sais pas, moi, ça m'inspire à pratiquer le droit autrement, à servir la population de Villeray autrement, puis à présider d'une façon que j'espère digne de ce siège. My God. Vous avez, je ne sais pas, votre génération s'apparente à une grande dame, votre homologue sur Ville de Longueuil, Madame Reine Bombo Alara. Vous avez cette sagesse déjà, vous êtes si jeune du moins, mais on sent que lorsque vous parlez, vos mots sont pesés. C'est la juriste en vous, hein. Voilà. C'est le travail de nos parents. Oui, exactement. Écoutez, et Coconut Podcast va s'intéresser, mais vous allez voir d'une façon différente à ce que vous avez fait. La question est la suivante. On sait qu'à l'âge de 16 ans, vous allez rejoindre les forces armées canadiennes pour servir le Canada pendant 8 ans. Vous aviez besoin d'encadrement à ce moment-là et vous avez sauté sur l'occasion. Messieurs, dames, vous devez savoir que votre conseillère de ville, eh bien, elle a également fait partie de la Marine royale canadienne. Hein, on dit royale aujourd'hui. Donc, on va lui poser la question suivante. Alors, on sait que les gens venant des communautés noires, il y a un petit préjugé, je ne sais pas. Mais est-ce que vous savez nager, Madame la Présidente ? Oui, je sais nager. C'est une bonne question. Il faut savoir nager pour être dans la marine. Voilà, exactement. Vous étiez manœuvrière, donc l'équivalent de l'infanterie, mais dans la marine royale. C'est un peu ça, hein, voilà. Oui. Vous savez utiliser des M16, M15, je ne sais pas, ces armes-là. C7 au Canada. C'est le C7 au Canada, Ah, l'équivalent du M16. Ah, vous êtes très... Ouais, vous connaissez, hein, c'est superbe. Incroyable. Et par la suite, vous allez, avec toute cette discipline acquise, certaines distinctions, même on reconnaît le travail acharné. Vous avez un rêve, vous êtes cette dame de rêve. Lorsque vous avez un rêve, vous le poursuivez jusqu'à réussir et l'obtenir. C'est quand même intéressant, je pense que les jeunes peuvent apprendre de ça. Vous avez été faire vos études en droit parce que vous aviez cette volonté à la Patrice Lumumba, je vous dirais à la mairesse Plante, hein, de justice pour tous, n'est-ce pas ? Lorsque votre maman vous voit faire ces décisions, la famille, quelles sont leurs réactions ? Déjà de voir fillette passer 8 ans dans les forces armées, donc là elle en sort une personne solide, mais par la suite qu'elle dise maman, famille, je vais faire des études en droit. Est-ce qu'ils s'y attendaient, sachant que vous étiez quand même assez brillante et déterminée, que ça allait de soi ? On vous écoute très rapidement. Les études universitaires étaient-elles, c'était sans question qu'il fallait que vous en fassiez. Vous aviez compris dès le jeune âge que vous deviez remettre ça à maman pour le dur labeur qu'elle avait fait. Je vous écoute. Je pense que ça, c'est un des éléments qui est commun dans la plupart des communautés immigrantes. C'est le fait que l'éducation est vecteur de succès aux yeux de la plupart des parents. Et c'est une vérité, mais en même temps, ça peut devenir également un fardeau pour celles et ceux qui souhaitent prendre un chemin qui est moins traditionnel. Dans mon cas, j'ai eu
vraiment la bénédiction de pouvoir être réserviste dans les Forces armées canadiennes pendant que je poursuivais mes études. Et c'était un choix, oui, qui était animé par ma propre volonté, mais entièrement soutenu, heureusement, par les aînés. Pourquoi? Parce que ça permettait un bon encadrement, comme vous l'avez mentionné, parce que les Forces armées canadiennes, quand elles accueillent des nouvelles recrues, il y a un excellent processus d'accueil également. Alors, je me souviens encore de ma première rencontre au bureau, rencontre à laquelle ma mère m'a accompagnée et durant laquelle l'agent recruteur avait vraiment expliqué de A à Z comment le tout procédait. Et je pense qu'elle a peut-être même posé plus de questions que moi. Et ça l'a entièrement rassurée. Mais au-delà de ça, ça reste que c'est un excellent employeur et surtout un employeur également qui encourage le développement professionnel par l'appui des études post-secondaires également. Donc, juste au niveau stratégique et même, je pourrais dire, opérationnel, c'était un bon choix et un choix logique pour la jeune fille que j'étais que de s'enrôler et de savoir qu'elle serait soutenue également dans le cadre de ses études universitaires. Donc, maintenant, le choix du droit, je pense que la plupart des gens le sauront. Être avocat, médecin, ingénieur, c'est à la limite les seuls choix qui existent aux yeux de certains parents. Alors, il n'y avait aucun doute par rapport à cela. Et maintenant, la façon dont j'ai évolué dans ma carrière, c'est ça a été des choix personnels. Mais non, heureusement, j'ai pu compter sur l'appui de tous. De maman. Vous allez travailler à l'international, de prestigieux cabinets, vous allez analyser la politique internationale. L'international vous a beaucoup intéressé. Est-ce que ce sont vos origines africaines qui vous ont toujours ouvert vers le monde ou tout simplement, en servant auprès des forces armées canadiennes, vous avez eu à être cantonné à certains endroits sur notre belle planète et du coup, vous avez eu cette piqûre pour les voyages. On aimerait savoir cet élément qui va vous amener à vous promener à travers la planète bleue pour par la suite revenir sur le Québec. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Pourquoi les voyages et un souvenir, ce que vous retenez de tout ce parcours de la combattante, si on peut le dire ainsi, Madame la Présidente. Mais vous amenez un point intéressant parce qu'en posant votre question, vous me faites réaliser que c'est vrai que quand on est l'enfant de plusieurs pays, parce que je considère ma terre natale comme étant mon parent de sang et cette terre-ci comme étant mon parent d'accueil, c'est vrai qu'il y a des moments dans sa vie où on se sent déchiré entre deux parents, mais avec le temps et surtout avec la volonté de s'ancrer dans sa propre personne, on comprend justement qu'on peut avoir les yeux tournés vers ses racines tout en ayant les pieds ancrés sur sa terre d'accueil. Et dans mon cas, je pense qu'aucun d'entre nous, surtout lorsqu'on est les parents d'une deuxième génération qui est arrivée ici, on échappe difficilement aux peines et aux douleurs qui demeurent celles des frères et sœurs qu'on a laissés derrière. Donc, globalement parlant, je pense que le souci de la justice est dû au fait que je comprenais, comme la plupart d'entre nous, qu'on a vraiment le privilège d'avoir des opportunités qui échappent à ceux qu'on a laissés derrière. Alors, il y a ce souci absolument de participer, de contribuer à cette grande mission de notre humanité, à ce que tout le monde puisse justement accéder à une vie qui est digne, qui est sécuritaire. Maintenant, la façon dont ça a évolué dans mon cheminement, je pense que c'est parce que, avec l'expérience de travailler dans 2 organisations internationales, ça m'a permis de réaliser également qu'il y a un idéal qu'on se forme, puis il y a la réalité. Les organisations internationales, bien entendu, répondent à des besoins, réalisent certaines missions, mais dépendamment où on est dans son propre besoin d'accomplissement, il y a une certaine distance qui fait en sorte que, dans mon cas, j'ai ressenti le besoin de voir mes actions avoir des répercussions beaucoup plus concrètes. Et c'est ce qui m'a ramené à une échelle beaucoup plus micro. Alors, je retire en rien le travail qui est fait à l'échelle macro, mais il y a vraiment une distinction quand même qui se note. Et je peux dire que aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, la femme que je suis se plaît à pouvoir contribuer à un niveau qui est beaucoup plus micro, en sachant que dans le grand continuum des choses, tout se relie
Ouais. Et tout est nécessaire également. Rien ne se perd. Ouais, voilà. C'est très, très, très intéressant. Alors là, on se rapproche de vos fonctions qui sont celles d'aujourd'hui, présidente du Conseil de ville de Montréal. Vous avez toute une expérience en ce qui a trait au droit, n'est-ce pas? Même vous avez cette spécialisation en droit municipal, carrément. Euh, Vous avez travaillé comme greffière, directrice des services juridiques à Kirkland, mais également à Amqui. Pour ceux qui ne savent pas, Amqui, c'est dans le bas du fleuve, comme on dit par chez nous. Hein, pas trop loin de Montjoli, quoi, 45 minutes, là, hein, comme ça. Ouais, pas trop Rivière-du-Loup avant. Puis, Une heure de Rimouski, 45 minutes 45 minutes, hein, Rimouski. Puis après, on continue jusqu'à Percé l'été avec les amis. Puis... on ramasse nos déchets là, quand on va en Gaspésie. Là. Toujours. Ouais, c'est ça. Bon, excellent, excellent. Donc là, vous avez tout ce bagage qui va faire en sorte que vous allez pratiquer à un certain moment, hein, suite à la pandémie. Bon, il y a une restructuration dans le bureau qui était le vôtre, dans lequel vous travaillez. Quand même un bureau très connu, respecté au niveau canadien et québécois. Alors vous vous êtes dit, c'est ma chance, Martine, tu te lances en affaires, mais vous étiez toute une bosseuse. Alors il y a plusieurs clients qui ont vraiment apprécié votre travail et il appert que votre nom s'est rendu dans les grands salons, comme on le dit. Et Madame Plante, très branchée sur ce qui se passe à Montréal, Monsieur Guédouic Bernier, entre autres, son équipe. Écoutez, vous avez reçu un appel. Votre réaction lorsque vous recevez cet appel, zen, ou vous appelez la famille, vous dites hey, tu sais pas qui vient de m'appeler là, j'ai un café que je vais prendre avec elle demain. Quelle était votre réaction, Madame Ouellet, vite fait, là, rapidement? Mais écoutez, je pense que qui qu'on soit, ça fait plaisir de savoir qu'on pense à vous. Mm-hmm. Maintenant, j'avais peut-être pas la même fébrilité à laquelle on aurait pu s'attendre parce que c'est un milieu dans lequel j'ai évolué. Mm-hmm. Alors, contrairement à quelqu'un qui découvre le milieu municipal, Ouais, disons que j'avais pas les lunettes roses. Au contraire, je savais exactement de quoi il s'agissait. Superbe. Mais contrairement aux municipalités que j'avais connues, je savais qu'il y avait un défi additionnel à Montréal puisque ici, il y a le contexte parlementaire qui a été reproduit au sein du conseil municipal avec des partis qui sont en opposition, ce qui est quand même peu commun dans l'ensemble des municipalités au Québec, où en général les gens sont soit indépendants ou bien forment ensemble une équipe quand même assez, on peut dire, cohésive. Mais c'est une bonne chose parce que ça fait en sorte que moi, ma réflexion, elle était peut-être beaucoup plus posée. Ça m'a permis de poser les vraies questions également, puis de m'assurer justement, si j'acceptais cette invitation, de le faire sur la base d'entente commune, de compréhension également de ce dont il s'agissait. Mais j'ai grandement apprécié l'effort et en découvrant également d'où venait cette approche, parce que c'était également important pour moi de savoir pourquoi moi, pourquoi maintenant, et qui est derrière cette initiative. Alors, en recevant les réponses à plusieurs de ces questions-là, ça m'a permis de comprendre que j'avais devant moi des gens qui avaient non seulement la volonté de contribuer à davantage de représentativité de groupes historiquement sous-représentés, mais qui allaient au-delà des paroles et qui mettaient en place les moyens pour se permettre d'atteindre l'objectif. Et les compétences étaient importantes. On ne venait pas vous chercher pour le tokenisme, mais parce que vous aviez une feuille de route et que vous saviez, parce que bien souvent on dit le prestige c'est bien beau, mais il faut savoir qu'est-ce qui vient avec le poste, le cahier des charges, comme on dit, et vous aviez une bonne compréhension de ce que c'était avoir été greffière, voilà, au niveau municipal. Ça nous prépare presque à la position que vous occupez aujourd'hui. Alors, vous étiez quand même préparé. Hein? Ouais. Absolument. Ce que vous mentionnez, ça s'ajoute à ce qui a été discuté parce que de comprendre qu'on s'intéresse à vous en raison de vos compétences, en raison de vos valeurs communes et en raison de votre
humanité, ben nécessairement, ça permet de délaisser ou du moins de rassurer une candidate comme moi par rapport à la question justement de l'instrumentalisation d'une personne, ce qui n'est pas souhaité et ce qui n'est pas le cas, bien entendu, avec notre équipe. Super, voilà, vous avez répondu à la question que j'allais poser parce que vous êtes cette étoile montante. Moi, je vous dis, je suis dans les salons également de certains journalistes et dans les communautés noires, vous êtes vu comme vraiment une dame avec une feuille de route intéressante, importante. À un moment, certains disaient, ouais, mais on l'a nommée présidente du conseil de ville, donc elle ne pourra pas s'exprimer comme une conseillère de ville. Madame la présidente, j'ai une question. Alors, je pose une question. Vous êtes quand même pas au gouvernement, vous êtes le parti au pouvoir, mais on sait que les conseillers peuvent davantage prendre la parole, s'exprimer. Et lorsqu'on avait vu que vous obteniez ce poste prestigieux, on disait, bon, est-ce qu'elle va pouvoir étaler tout son bagage qu'elle connaît sur la place publique pour aider les citoyens à faire certains gains? Qu'auriez-vous à répondre à ceci? Mais c'est un réflexe intéressant qui est légitime, je crois. Moi, je le trouve légitime parce que je trouve ça intéressant que les gens comprennent du moins la nuance des différentes fonctions. Et effectivement, il est primordial que la personne qui occupe la fonction de présidence assure son impartialité dans le cadre de ses fonctions. Et bien que le réflexe soit intéressant et légitime, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que le choix qui a été fait de nommer justement des femmes noires à différentes fonctions, permettez-moi de les nommer, Madame Katawa est leader adjointe de la majorité. Ce qui veut dire qu'elle appuie le leader de la majorité dans la tenue du conseil municipal, dans la façon dont les dossiers sont avancés, un poste qui n'est pas du tout négligeable. Je pourrais absolument ne pas négliger le fait que Mme Dominique Olivier est présidente du comité exécutif et le pouvoir d'influence qu'elle exerce sur des dossiers majeurs, ne serait-ce que les ressources humaines, le rayonnement de la langue française, les grands dossiers qui portent justement sur la comptabilité de la Ville de Montréal et ses finances. Et ce n'est que c'est genre la ministre du Conseil du Trésor, là. C'est Mme Olivier, la numéro 2. Donc, c'est vraiment pour vous dire que on ne peut même pas minimiser ce que ça peut représenter. Si je nomme ma collègue, Mme Daphné Collin, qui, elle, est présidente de la Commission de la sécurité publique, et j'en passe, donc, si je m'ajoute à ce lot, je pense que c'est intéressant cette réflexion-là parce qu'elle nous amène à expliquer le fait qu'il n'y a aucun petit rôle dans une équipe. Et la façon dont les gens pensent systématiquement à l'influence et au pouvoir, je pense que au fur et à mesure que le mandat va évoluer, les gens pourront constater également que le pouvoir et l'influence s'exercent de plusieurs façons. Il y a des gens qui vont être appelés à le faire de façon beaucoup plus vigoureuse et beaucoup plus, comment je pourrais dire, évidente. Là, on sent que c'est un pouvoir au féminin. Ça, c'est énorme, c'est historique. L'approche, elle est davantage, en tout cas, selon notre podcast, humaine. Et vous prenez le temps de vulgariser énormément, de tendre la main au laisser pour contre, si je peux le dire ainsi. Mais si je peux il y a quelque chose d'intéressant là. Ouais, si je peux ajouter, moi je pense que l'approche que vous qualifiez de féminine, en fait, elle est très dosée parce que les gens vont peut-être penser qu'elle est plus passive, qu'elle se fait davantage avec une main de velours, mais ce que je remarque, c'est que les personnes, et là je vais spécifier ici les femmes de caractère qui se trouvent au sein du conseil municipal, elles m'impressionnent par leur capacité à faire preuve de discernement. Par moments, elles savent faire preuve justement d'une douceur qu'on associe souvent à la féminité, mais quand vient le temps de mettre son pied par terre et d'adresser des enjeux avec fermeté, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à voir certaines des interventions de Mme la mairesse Valérie Plante qui sait absolument tracer la ligne quand trop c'est trop et quand un enjeu exige une réponse qui est beaucoup plus décisive. En tout cas... votre ville au sud du fleuve Saint-Laurent, là, votre ville sœur, Longueuil entre autres, vous avez mairesse Fournier, vous avez présidente Bombo-Alara. En tout cas, pour Madame Bombo-Alara, ce sont ces mots que vous venez de prononcer. Ah ouais, carrément. Une rigueur lorsqu'elle préside, elle se doit de faire respecter les règlements
en règle afin de pouvoir faire fonctionner le conseil municipal comme il se doit. Et elle n'a pas peur par moment de sortir tel règlement. J'en doute aucunement. Ouais, donc il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Écoutez, l'entrevue tire à sa fin, mais là, nous, on s'intéresse au travail qui est le vôtre dans Villeray, ainsi qu'avec la mairesse Plante. Le transport en commun, il y a un financement qui est défaillant là actuellement. Le gouvernement du Québec est en train de regarder pour donner un coup de pouce. Nous avons notre nouveau, je vous donne les grandes thématiques, notre nouveau directeur de la police, M. Daguerre. Et également, j'aimerais vous entendre sur... On est dans le mois de l'histoire des Noirs. Il y a un groupe de citoyens qui se sont regroupés et qui ont envoyé cette missive-là, qui disent que la ville de Montréal se traîne les pattes dans le dossier du profilage et de la discrimination. Alors, on aimerait vous entendre très rapidement. Vous pouvez les aborder dans l'ordre qui vous semble. Ouais. Mais écoutez, moi, j'ai le privilège de travailler avec, sans vouloir faire de jaloux, je pense, la meilleure équipe sur Montréal, l'équipe de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. OK. On aime son coin, c'est bon. Absolument. Okay. Vous avez la mairesse Laurence Lavigne-Lalonde. Ouais. Vous avez bien entendu mon collègue Sylvain Ouellette qui représente François Perrault. Et j'apprécie énormément le fait qu'on partage entièrement les mêmes priorités. Super. Et surtout un engagement citoyen que je considère pratiquement sans faille. On est à l'écoute de nos gens et leurs souhaits sont nos priorités. Et ces derniers temps, ce qu'on entend beaucoup, c'est bien entendu le souci d'avoir des quartiers qui sont à l'image des gens qui y habitent et qui ne laissent personne pour compte. Et pour nous, ça veut dire qu'à Villeray, et quand je dis Villeray, je parle de l'entièreté de l'arrondissement, bien sûr. On passe du plus jeune poupon jusqu'à nos centenaires. Oui. Ça veut dire que l'aménagement de nos routes sont faits d'une façon où toutes et tous se sentent en sécurité. Villeray, félicitations. Piste cyclable l'hiver, Madame la Présidente. Et pour ça, on peut lever notre chapeau à M. Sylvain Ouellette, qui depuis plusieurs années porte ce projet. Et c'était de toute beauté de pouvoir voir notamment la piste Villeray venir à fruition. Et c'est le travail de nos équipes. Il faudrait aménager des stationnements peut-être incitatifs. Là. Je sais qu'il y a le parc Villeray. Bon, le soir, les gens peuvent y stationner les voitures. Ça fait partie de nos réflexions, absolument. On regarde tout ce qui se fait à l'extérieur de l'arrondissement. Si je peux me permettre de faire un clin d'œil à notre collègue, M. Benoît Doré, qui est maire du Sud-Ouest, parce que eux, ils ont notamment mis en place des formules qui permettent le partage de stationnement dans cette optique de se dire comment est-ce qu'on optimise les espaces actuels pour s'assurer qu'on va davantage vers ce qu'on appelle souvent une économie de partage. Alors, c'est vrai que les réalités sont différentes d'arrondissement à un autre, mais on partage vraiment tous cette volonté de se dire comment est-ce qu'on crée cette ville, ce quartier pour ce qui est de mon cas, qui répond aux besoins de nos voisins, de nos voisines. Donc, il y a une panoplie d'enjeux que vous avez mentionnés, que ce soit des enjeux de sécurité publique qui sont au cœur de nos préoccupations également. À Villeray, on est arrivé en novembre 2021. Il y a eu beaucoup de par l'été 2022, là, des petits jeunes rappeurs, entre autres, qui sont tombés. Oui, vous savez, je pense qu'il y a quand même des nuances qui sont nécessaires d'apporter par rapport au fait qu'on partage tous et toutes ce sentiment d'insécurité qui semble grandissant, mais la personne pragmatique que je suis nous invite à se rapporter également aux faits et aux données telles qu'elles nous sont communiquées également dans les rapports du SPVM et par les différents experts du milieu qui démontrent que Montréal, en tant qu'unique métropole francophone en Amérique du Nord, se distingue de toutes les municipalités et métropoles américaines par le fait qu'elle demeure l'une des villes exceptionnellement sécuritaire et où il fait bon vivre. Puis pour Villeray, d'après Narcity, source un peu, mais Narcity, Villeray se classait parmi les 10 quartiers où il fait bon vivre sur la planète. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant. On sent que les quartiers, les commerces de proximité, en tout cas, ils tiennent la route comparativement à d'autres arrondissements. Donc, il y a quelque chose de foisonnant là, dans Villeray. Là. Mais je vous dirais qu'au-delà des palmarès, qu'ils soient crédibles ou pas,
Ce à quoi moi je me rapproche, c'est vraiment ce que les citoyens nous communiquent. OK. Et bien qu'on continue, et c'est un travail de longue haleine, à travailler sur l'ensemble des enjeux qui nous préoccupent tous et toutes, le fait demeure qu'on a des gens qui vont nous dire « Mais bravo pour vos bons coups » parce qu'ils sont là, on le voit. Des investissements d'un peu plus de 60 millions pour permettre aux aînés d'avoir accès au transport en commun gratuitement, c'est un bon coup. De permettre à Villeray L'aménagement de parcs, là. D'avoir à Villeray, enfin, une société de développement commercial, c'est un excellent bon coup. On vient soutenir nos entrepreneurs et leur donner les moyens d'être appuyés dans ce dynamisme entrepreneurial. Quand vous me parliez d'aménagement de parc, à Villeray-Saint-Michel, par extension, on a enfin un parc entièrement aménagé de façon accessible universellement. Donc, je ne vous ferai pas une liste complète de tout ce qui nous tient à cœur, mais c'est pour vous dire que les enjeux que vous soulevez, on les partage parce que sinon on ne serait pas là. On porte la voix des citoyens qui nous les amènent et on s'assure du mieux qu'on peut de faire rayonner ces bons coups pour qu'ils puissent se multiplier. Une ville où les citoyens se préoccupent de la sécurité. Bon, nouveau directeur de police avec une feuille de route où on sent qu'il va changer certaines choses quand même. On arrive aujourd'hui suite à Black Lives Matter, les offices de consultation publique dont vous étiez commissaire, c'est bien ça? Exact. Oui, voilà, de Montréal. Il y a eu cette reconnaissance du profilage racial, entre autres. Mais aujourd'hui, je sais que vous ne pouvez pas trop commenter si c'est devant les tribunaux, madame la juriste en plus, vous connaissez le principe. Mais vous, ça vous dit quoi là, que les citoyens ne sont pas encore satisfaits de tous les efforts qui ont été mis en place? Madame Bochra Manaï, quand même, commissaire de la lutte contre le racisme là, à la ville de Montréal. Est-ce que ça vous dit, vous, en tant qu'équipe politique, on se doit de redoubler d'ardeur ou citoyens, donnez-nous un peu de temps, car les résultats s'en viennent incessamment. Qu'avez-vous à leur dire à ces citoyens qui sont peut-être pas très patients, là, si on peut se permettre la question? Mais qu'est-ce que moi j'ai à dire à nous toutes? En fait, je m'inclus là-dedans. Si vous me permettez l'expression anglaise, quand je pense à tous ces enjeux-là, je me dis « What a time to be alive ». Parce que témoigne, c'est vraiment un moment de notre histoire dans lequel on a le privilège d'évoluer, là, de se dire, vous et moi, et chacun d'entre nous, on a l'opportunité de contribuer au changement. Moi, je le vois vraiment comme un privilège. Okay. Donc, maintenant, après, c'est de se dire comment est-ce qu'individuellement on veut contribuer au débat. J'espère qu'on partage le souhait d'élever le débat, oui, tout à fait. De ne pas rester en surface et de se poser les questions qui sont difficiles, d'avoir des conversations qui sont franches, souvent douloureuses, mais toujours nécessaires. Donc, j'accueille tous ces défis-là. J'accueille ces conversations difficiles et dans le respect de mes différents chapeaux, mon souhait, c'est de vraiment pouvoir faire ma part pour que dans X nombre d'années, quand je regarderai le tout en rétrospective, je pourrais me dire quelle chance que j'ai eue d'avoir pouvoir mettre mon petit grain de sel, pousser la roue ne serait-ce que d'1 millimètre pour faire avancer ce grand projet de société commun qui est, je l'espère du moins, qu'on puisse enfin reconnaître cette humanité qu'on partage, reconnaître cette dignité auquel on a toutes et tous droit, se donner les moyens de mettre en place les meilleures pratiques pour s'assurer que dans nos communautés, dans nos organismes, dans nos instances publiques, on puisse s'assurer justement que nos mots, nos paroles soient appuyés par des actions. Ouf, Madame la Présidente. Écoutez, pour terminer, vous êtes une élue d'un des plus beaux arrondissements. Les bureaux de Coconut Podcast sont carrément dans Villeray. Alors, je peux vous dire qu'on aime bien la zone pour y travailler. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup d'activités. J'en nommerai quelques-unes, vous pourrez compléter. Mais pour les plus jeunes, vous avez cette bibliothèque François Perrault, là, carrément pas trop loin de l'ancien hôtel de ville, je sais pas un peu, là, l'hôtel d'arrondissement, je sais pas comment ils appellent ça. Là. Vous avez un parc incroyable avec la patinoire du Canadien de Montréal, quand même.
Par la suite, on peut aller manger, je sais pas quoi, un poulet au curry dans Parc Extension, ne serait-ce qu'un bon pâté jamaïcain. Et puis, dans Saint-Michel, ben là, on a nos bonnes plantains, on a notre griot, nos alocos également, hein, voilà. Ça c'est culinaire, mais si vous aviez des petits secrets, peut-être que je n'ai pas nommé ici, que les gens se devraient d'aller y faire un tour, car ce sont des perles dans Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. On aimerait vous entendre, Madame la Présidente, pour terminer. Merci pour la question. Écoutez, moi, je vous inviterais premièrement à vous rendre sur les pages de la Société de développement commercial de Villeray. Ça sera votre, comment pourrais-je dire, c'est votre, vous allez tout y trouver, votre guide, et c'est surtout un moyen pour moi de m'assurer de vous inviter à appuyer nos commerces locaux. Vous savez, les 3 dernières années ont été extrêmement difficiles, non seulement dans nos vies personnelles, mais beaucoup pour nos entreprises. Et quoi de mieux que de les remercier pour leur résilience, que de leur montrer votre appui en allant faire vos achats chez eux, en allant travailler, en prenant votre café dans les cafés qui sont locaux et en leur montrant votre appréciation justement en les appuyant. Alors, les pages Instagram, Facebook de la Société de développement commercial de Villeray vous permettront de découvrir la panoplie de services et de petites trouvailles, parfois que vous ne connaissiez pas, qui sont assez exceptionnelles. À Villeray, je ne veux pas faire de jaloux, alors j'en nommerai pas, mais je peux vous dire qu'on a vraiment une très belle ribambelle de cafés, de restaurants, et juste à l'échelle de l'arrondissement, comme vous l'avez mentionné, après Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, nous sommes l'arrondissement le plus peuplé, ce qui fait en sorte qu'on a une pluralité et une mixité exceptionnelle. C'est un micro-Montréal que vous avez dans l'arrondissement et je pense que c'est de toute beauté parce Chez que ça... Vito, pour un bon café le matin, le Perco, le café tabac nouvellement installé. Je veux dire, on a des petites pâtisseries portugaises, italiennes. Moi, là, Ça vous permet de voyager sans avoir à prendre de visa ni de passeport. une petite paella ou, je sais pas, un petit pâté de Santo Domingo. Franchement, là, on est choyé dans Villeray. Écoutez, Madame la Présidente Martine Musso-Mouelé, franchement, tout un honneur d'avoir été avec vous. Partagez. Ouais, vraiment. Vous nous avez reçus dans cette institution historique, la Maison de la démocratie à Montréal, l'Hôtel de Ville. Écoutez, Coconut Podcast, on a eu cette opportunité, n'est-ce pas, de nous promener à travers la nation québécoise. Vous avez fait Admare Ouskou Admare, hein, le Canada, vous connaissez. Alors quand même, vous avez été à la rencontre également de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors nous, on s'est rendus sur la côte nord, allez, vers Sept-Îles, Ouachat, Maliotenam, et en langue Innu, ils nous disent Chinash Kumitin. Voulez-vous essayer, Madame la Présidente? Absolument, répétez. Chinash Kumitin. Chinash Comité. Oh là là, pour vous, hein, les langues, c'est facile. Hein. Du lingala à l'anglais, au français, allez. Hein. Par la suite, on s'est rendu dans la région de Québec. On a nos frères et sœurs Huron-Wendat. Et en langue Wendat, ils nous disent Teawek. C'est beau. Teawek. Oui, superbe. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait celle-là. On a été vers les îles de la Madeleine, territoire ancestralement parlant des Micmacs. Et ils nous disent Wellaline. Wellaline. Oh là là, madame, franchement. Par la suite, on s'est rendu voir les Abénakis au Danak, dans le centre du Québec, Victoriaville, Drummondville, dans ce coin-là. Et eux, ils nous disent Oh Léone. Oh Léone. Waouh. Puis là, ça, vous connaissez sûrement. On sait qu'après nos recherches, vous avez déjà habité au Manitoba. Hein? En tout cas, vous étiez sûrement en service là-bas. Hein? Et là, on retrouve nos frères et sœurs algonquins. Hein? En langue algonquine, ils nous disent Miigwech. Miigwech. Ouais, oh là là. Et finalement, nous sommes dans la région de Montréal. Regardez sur notre drapeau, ici à Montréal, ça a été installé à l'époque. Voilà, vraiment un bel ajout, là, franchement, de nos élus ici à Montréal. Absolument. Ouais, voilà. Eh bien, dans la région de Montréal, entre autres nos frères et sœurs Mohawks, nous disent Nyawen. Nyawen. Écoutez, Madame la Présidente, je suis d'origine haïtienne. Je vais vous dire un gros merci en pile. Et puis... j'ai oublié comment on le dit. Hein?
Matondo Mingi. Ok, écoutez, hein, avec toutes les langues que vous parlez, franchement, Coconut Podcast, on permet aux citoyennes et citoyens de Montréal de s'ouvrir aux autres cultures. Sur ce, on vous dit merci. Nyamwen. Matondo Mingi. Messieurs, dames, alors oui, nous étions avec la présidente du conseil de ville de Montréal. C'est elle qui s'assure que les échanges entre nos élus se passent selon les règles de l'art. Mais également, elle a la chance de collaborer, oui, en préparant les séances avec l'équipe de Madame la mairesse, Valérie Plante elle-même. Mais surtout, elle est conseillère d'un des plus beaux arrondissements de Montréal, oui, Villeray, Parc Extension, Saint-Michel, du district Villeray. Elle est conseillère municipale. N'hésitez pas à lui écrire sur les réseaux sociaux, mais surtout à lui rendre une visite en annonçant votre visite, bien sûr, dans ses bureaux au Guilvy, pas trop loin du métro Parc, là, hein, bien sûr. Messieurs, dames, oui, franchement, Coconut Podcast, on vient, comme on dit en bon québécois, on vient de scorer fort, oui, avec Madame la présidente Martine Moellé. Je vous rappelle qu'elle nous avait écrit une lettre remerciant le travail de Coconut Podcast. Même avant qu'on gagne le prix pour un Québec sans racisme, elle avait vu le travail qui était effectué et elle nous avait félicité. Elle était présidente, et oui, du Conseil de ville de Montréal. Elle l'est encore et on lui souhaite la meilleure des chances pour l'entièreté de son mandat. Sur ce, comme à l'accoutumée, on vous dit, on se revoit pour une prochaine entrevue dans le cadre de Coconut Podcast. Le mois de l'histoire des Noirs. Sur ce, Nyawen, merci, au revoir!